L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bienvenue à cette émission spéciale pour laquelle je reçois pour vous Robert Dossou, qui est un homme politique béninois. Rien que l'évocation de son nom rappelle des pans névralgiques de l'histoire politique de notre pays. Avocat au barreau du Bénin, ancien bâtonnier, doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université nationale du Bénin, il est ancien député et ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il est également ancien ministre des Affaires étrangères, arbitre du commerce international. Il est membre de plusieurs académies et notons qu'il a été également le président du comité national préparatoire de la conférence nationale du Bénin. Avec lui, chers amis internautes, ce jour, nous parlerons de la Cour constitutionnelle et des compétences de cette haute juridiction. Bonjour Robert Dossou. Bonjour Kader Achiro. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de m'avoir sollicité. Alors, de manière fort opportune d'ailleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, la presse béninoise, pour ne pas dire le Bénin tout entier, est frappée par un deuil. Jérôme Carlos nous a quittés hier. Beaucoup d'hommages lui sont rendus de part et d'autre. Vous avez connu l'homme. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Bien que Jérôme Carlos soit un peu plus jeune que moi, il a été, il est et demeurera mon modèle. Vous voyez, un ancien peut avoir un modèle plus jeune que lui. Il faut l'admettre. Et je l'appelais Omawe, parce que chaque fois il me disait « Dossou Omawe, c'est Omawe ». Et en Yoruba, et moi je lui répondais non, Iwolo Mawe, c'est-à-dire il me disait tu es instruit Dossou, tu es instruit. Moi je lui dis non, c'est toi qui es instruit, c'est toi qui es savant. Et je l'appelais aussi de temps en temps la pensée positive. Nous avons une très grande proximité et j'espère que son départ qui a déjà créé un grand vide, surtout chez les journalistes et les hommes de lettres. Son départ montrera quand même qu'il n'est pas passé inutilement sur Terre et qu'il demeurera un inspirateur. Il demeurera un modèle duquel les jeunes vont s'inspirer pour le développement et le bien de la société. Je le prends comme modèle sur tous les plans, le plan technique professionnel, le plan de l'éthique, le plan de l'amitié. Non, c'est un modèle, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et ça me crée quelque part un vide, mais il faut le prendre comme tel et avancer. Il faut le prendre comme tel et avancer. Toutes nos condoléances à la famille nous tous. Merci. Et à nous tous. Alors, Robert Dossou, nous parlons de la Constitution et de la Cour constitutionnelle de façon sommaire et expéditive. Est-ce que vous nous rappelez un peu ce qu'on peut retenir d'une constitution d'un pays? Ce qu'on peut retenir de la Constitution. De la Constitution, oui.
la Constitution est la loi fondamentale de tout pays. C'est la loi qui crée les organes de l'État. C'est la loi qui donne le mécanisme de fonctionnement de tous les organes de l'État. C'est la loi qui garantit les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, donc les proclame, les garantit, et c'est la loi qui sert de matrice à toutes les autres lois et règlements au sein de la société. Donc c'est la matrice, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout le reste de la société. Et c'est une loi que l'on a intérêt à respecter comme on respecte un vaudou. On ne touche pas à cette loi avec violence. J'ai un collègue qui a eu un professeur qui lui a dit qu'on touche à la Constitution en tremblant, qu'on n'y touche pas allègrement. Voilà ce qu'est la Constitution. Donc, il y a un droit constitutionnel. C'est ce droit-là qui est créé par la Cour constitutionnelle et qui est créé par la Constitution et que la Cour constitutionnelle est chargée de garantir. C'est la Cour constitutionnelle qui est l'organe qui garantit l'interprétation juste des dispositions prescrites par la Constitution. Voilà pour la Constitution. Mais, la Cour constitutionnelle, elle? Et la Cour constitutionnelle, voilà pour la Constitution. Maintenant pour la Cour constitutionnelle. Je vais aller très lentement sur ce point. Parce que il m'est revenu, j'ai constaté que beaucoup ne savent pas ce que c'est que la Cour constitutionnelle. Ce qu'est la Cour constitutionnelle est défini à l'article 114. En ces termes, l'article 114 de la Constitution en ces termes. Je lis exactement ce qui est écrit. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Fin de citation. Article 114 de notre Constitution. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Et il faut comprendre exactement ce que l'on dit par là. Oui, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il faut comprendre deux choses. Lesquelles, oui? La première chose est que rien n'est au-dessus de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'interprétation du droit constitutionnel. Vous voyez, j'ai parlé du droit constitutionnel tout à l'heure. Je reviens encore au droit constitutionnel. Et deuxième chose à souligner, qu'est-ce que le droit constitutionnel? Je l'ai défini au plan général tout à l'heure. Je vais le définir à un plan un peu plus strict. Et je dis que c'est le droit contenu dans la Constitution. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je vais détailler. Cela signifie d'une part que tout ce qui est écrit dans la Constitution est du droit constitutionnel. Deuxièmement, ça comporte les principes généraux du droit qui ont une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire, je m'arrête un peu là. Dans le cheminement de la vie sociale, aucune loi ne peut tout prévoir. Aucune loi. Et c'est la raison pour laquelle, entre les activités et comportements des hommes, des citoyens, et les textes qui régissent ces comportements, il y a des magistrats, il y a des juges. Les juges interprètent la loi pour encadrer les comportements des citoyens. Et les prescriptions légales mises ensemble en fonction
des objectifs choisis pour la société finissent par dégager des principes. L'ensemble de l'agencement du système juridique dégage des principes qui sont exprimés et formulés tantôt par la doctrine, tantôt par les tribunaux et cours, et tantôt par les deux. Souvent par les deux, ça peut commencer par les tribunaux et la doctrine développe, ou ça peut commencer par la doctrine et gagner le dispositif législatif. Mais au niveau constitutionnel, ce sont ces principes-là qu'on appelle principes à valeur constitutionnelle. Tous les principes ne sont pas à valeur constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui les consacre, parce que c'est la seule juridiction habilitée à interpréter les dispositions constitutionnelles. Alors, il y a une question qui se pose souvent. Moi, j'ai une question que j'aimerais bien vous poser. La Cour a-t-elle un rôle politique ou juridique? Question pertinente. La Cour... D'abord, la Cour, il faut parler de la justice dans son ensemble. La Cour est un organe juridictionnel. Rôle politique des juridictions. Chaque société humaine organisée en forme d'État fonctionne selon des règles généralement démocratiques ou non démocratiques, ou semi-démocratiques. Non démocratiques, démocratiques ou semi-démocratiques. Mais fonctionne selon des règles. Et ces règles-là, c'est l'ensemble de la justice qui est gardienne du bon fonctionnement, de la bonne exécution des règles édictées par l'ensemble des lois. Donc, la Cour constitutionnelle joue le même rôle dans la société. Les autres juridictions règlent les conflits entre les citoyens et l'administration publique et l'État, ou entre les citoyens, entre eux. Mais la Cour constitutionnelle règle beaucoup plus l'exécution des lois constitutionnelles et nous verrons ça tout à l'heure, et a une particularité sur les droits humains, garantit donc ces libertés. Mais la plupart des décisions prises par la Cour constitutionnelle interviennent dans le champ du politique parce que la Cour constitutionnelle prend des décisions qui touchent le cœur même du fonctionnement des pouvoirs publics. J'ai dit tout à l'heure que c'est la plus haute juridiction. Mais quand nous allons aborder les compétences, il vaut mieux que je l'aborde tout de suite. Parce que la toute première compétence de la Cour constitutionnelle, c'est de réguler. C'est l'organe régulateur, selon l'article 114 de la Constitution, c'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Lorsqu'on parle de régulateur du pouvoir des institutions, qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce niveau-là? C'est la compétence première de la Cour constitutionnelle. Et lorsque l'on parle de régulation du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics, ça veut dire que toute l'activité politique se déroule selon des règles. Il y a la liberté là-dedans, mais c'est liberté sur des règles. Et si un acteur politique s'écarte de ces règles, dans certains cas, c'est la justice normale qui intervient. Dans certains autres cas, c'est la Cour constitutionnelle. Mais en tous les cas, lorsque une institution de la République ne se
comporte pas de manière conforme aux prescriptions de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui intervient. J'ai donné... Elle intervient comment? À travers une décision exclusivement? Non, elle intervient généralement par une décision. Tantôt sur saisine d'une institution de la République, ou soit sur saisine d'un simple citoyen, et parfois la Cour peut s'auto-saisir en matière de droits de l'homme ou de l'élection du président de la République, par exemple. Alors, l'autre compétence, vous avez parlé de la toute première. C'est la compétence première. Oui. Réguler le fonctionnement des institutions. Et c'est à ce titre que la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie pour les lois organiques, c'est-à-dire toute loi qui touche au fonctionnement des organes de l'État. On les appelle les lois organiques. Ces lois doivent être obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation, et également les règlements intérieurs qui fondent le fonctionnement interne d'un certain nombre d'assemblées. Ces règlements intérieurs sont obligatoirement soumis à l'appréciation préalable de la Cour constitutionnelle. Il s'agit du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, etc. Voilà ce rôle. Mais le rôle de régulation, lorsque ce rôle comme le rôle est proclamé dans la Constitution, les compétences de la Cour constitutionnelle peuvent s'arrêter là. Et toutes les autres compétences énumérées, énoncées, découlent de la régulation des institutions et des activités. Alors, lorsque la Cour constitutionnelle prend une décision touchant soit au fonctionnement d'une institution, soit aux activités des pouvoirs publics, effectivement, on est dans le champ politique. Les uns sont contents, satisfaits de la décision prise par la Cour constitutionnelle, et les autres sont mécontents. Ce qui fait que la Cour constitutionnelle est toujours critiquée, quelle que soit sa composition, et pas toujours par les mêmes personnes. Hein. Parfois, vous trouverez des gens qui sont mécontents d'une décision de la Cour prise, disons, le 10 janvier, et puis le 10 mars, la Cour prend une autre décision sur une autre question, et eux, ils sont satisfaits. Ceux qui vont critiquer ne seront pas les mêmes. Est-ce que ces critiques, parfois, ne paraissent pas, à votre avis, légitimes lorsque l'on pense, parfois, au sein de l'opinion? On a comme l'impression que chaque cour crée sa jurisprudence, chaque cour a sa façon d'interpréter la Constitution. Je ne suis pas d'accord. Jusqu'en tout cas, à mon départ de la Cour constitutionnelle, et jusqu'à une certaine date que je m'abstiens de fixer, les formations successives de la Cour ont poursuivi des principes posés, des décisions prises par les formations précédentes. La formation dirigée par Mme Elisabeth Poyon, la formation dirigée par Mme Winsou, puis ensuite par moi, puis ensuite par le professeur Olo. Si vous prenez la plupart de ces jurisprudences, il peut y avoir une petite variation d'une décision à l'autre, mais globalement, il y a eu approfondissement et continuité dans les principes posés. Puisque vous en parlez, puisqu'on en parle une petite digression positive, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce retrait du droit de grève qu'il y avait eu dans le temps aux douaniers? Ah oui, ça c'est sous ma direction que ça a été pris. Tout à fait. Oui, tout à fait, je l'assume. Il y a des secteurs
qui sont très sensibles pour le financement du pays. Et c'est peut-être pour ça que vous m'avez demandé l'interview sur la chose. Non, pas forcément. Bon, non, je m'y attendais. Alors, j'avoue, je n'étais pas là, mais je suis solidaire avec cette décision-là. Parce qu'on m'a appelé au téléphone et j'ai discuté avec les miens. Bon. Le retrait des droits de grève à certaines catégories de fonctionnaires est légitime. Il y a des catégories comme les militaires ou comme les douaniers qui sont un peu militaires, qui se justifient par le fait que ces services ne peuvent pas s'arrêter. Il y a d'autres services qui ne peuvent pas faire une grève totale. Un service minimum doit être assuré. Et il y a d'autres services qui peuvent faire une grève totale. Alors, il faut moduler en fonction des domaines. Il y en a qui sont stratégiques. Et nous avions considéré à l'époque que pour les douaniers, c'est stratégique parce que le budget de l'État est complètement fiscal. Voilà pourquoi ce droit de grève avait été enlevé aux douaniers. Mais maintenant, quant à la généralisation de l'interdiction ou de la restriction stricte confinant à une suppression, je dis strict confinant à une suppression parce que il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque vous dites qu'en une année, on a droit qu'à 10 jours de grève. Oui, parce que peut-être à un moment donné, on a estimé qu'il y a aussi d'autres secteurs aussi très sensibles. Non, on ne peut pas estimer. Tous les secteurs ne peuvent pas être dans la même sensibilité. Ça, celui des agents de la santé. Oui, la santé doit être modulée. Au niveau de la santé, ça doit être modulé. Bon, au niveau de l'éducation, il n'y a pas de modulation possible. Parce que on dit service ils forment nos enfants, oui, nos frères. D'accord, mais raison de plus pour que ce secteur soit privilégié. Parce que c'est l'éducation qui forme une nation. Oui, l'État organise des rencontres avec eux. Mais par rapport à ce droit de grève, la mandature qui vous avait précédé avait estimé que le droit de grève est un droit absolu. Ce revirement jurisprudentiel qui a été effectué. Non, je ne veux pas analyser les jurisprudences qui se sont succédées. Oui. Non, je ne veux pas faire ça. Vous ne voulez pas faire ça. Bon, les travailleurs ont absolument besoin d'une arme pour leurs revendications. Ça, c'est sûr. Donc, le droit de grève ne peut pas être entièrement supprimé. Mais venons-en aux compétences de la Cour. Voilà. Ça fait partie des compétences de la Cour. Ça fait partie des compétences de la Cour, puisque ce qui crée un peu de suspicion au sein de l'opinion, c'est qu'on se dit à chaque mandature, sa jurisprudence. Je me suis élevé contre les jurisprudences qui ont... Attendez, de l'installation de la Cour à une certaine date récente, donnez-moi les décisions qui ont contredit les décisions antérieures. C'est à partir d'une certaine date que des décisions, coup sur coup, ont entièrement été à l'opposé des décisions précédentes. Mais vous voyez, moi j'ai accepté cette émission pour qu'on fasse une pédagogie sur les compétences de la Cour constitutionnelle. Parce que je soutiens que tout le monde ne comprend pas exactement quelles sont les compétences de la Cour constitutionnelle. Chacun doit comprendre que la Cour est amenée à mécontenter des gens, quelles que soient les personnalités qu'on nomme dans cette Cour, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais critiquer verbalement une décision de la Cour constitutionnelle. Je l'ai faite verbalement 2 ou 3 fois depuis que la Cour est constituée. Mais quand je veux critiquer réellement, je prends ma plume et j'écris un article. J'ai critiqué une décision de la première législature, mais c'est par écrit. J'ai eu quelques observations à formuler, à quelques autres décisions, mais deux ou 3 fois. Mais succinctement, verbalement. Mais je ne le fais jamais parce que
Parce que pour critiquer une décision, c'est une analyse que l'on fait et il vaut mieux le faire par écrit pour que chacun lise, comprenne. Tandis que quand vous le faites verbalement, chacun prend un bout de phrase et va épiloguer dessus. Tandis que pour l'écrit, quand il a lu une phrase, il n'a pas compris, il revient, il relit. Voilà pourquoi quand on me demande de dire quelque chose sur une décision de la Cour, je ne le dis jamais. La dernière fois, j'ai accepté d'intervenir sur la décision 24001 du 4 janvier 2024. Mais je n'ai pas abordé le contenu de la décision. J'ai tiré des leçons, les portées de cette décision. Mais je n'ai pas dit que la décision a fait si que c'est bon ou que c'est mal. J'ai simplement souligné qu'on n'avait pas besoin d'aller déranger la Cour constitutionnelle pour faire réviser un texte. Est-ce qu'elle a été dérangée? Elle a été saisie par un citoyen? Non, je ne veux pas dire que c'est ça. J'ai donné mon opinion. C'est votre lecture à vous. Chacun. Ah oui! Elle est propre à vous. Ah non, mon opinion est propre à moi. J'ai tiré leçon de ça parce que depuis 2016, je vais vous le dire. Bon, vous voulez me savoir. Depuis 2016, les choses ont changé. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, il y a eu des décisions qui ont contredit la doctrine professée par les personnalités qui ont meublé ces cours-là depuis 2016 ou depuis le changement depuis après Olo, je veux dire après le départ d'Olo. Et des décisions ont été prises qui ont été complètement en contradiction absolue avec la doctrine personnelle professée par des membres de la Cour et les juges précisément adoptés. Arrêtons-nous là. Parce que je ne voudrais pas aller plus loin. Vous êtes mécontent, là. Non, je ne veux pas que vous m'entraîniez à critiquer une décision de la Cour. J'ai fait une affirmation là-dessus, mais je veux que chacun sache que je ne veux pas aller plus loin. Maintenant, j'ai accepté cette émission pour aider pédagogiquement à la compréhension de la Cour, de ses compétences, de ses limites. J'accepte que vous me posiez des questions pour me demander si elle est politique ou si elle est juridictionnelle. Et je vous ai dit, c'est un organe juridictionnel intervenant dans le champ du politique. Et c'est là la délicatesse qui fait que les gens ne comprennent pas souvent sa décision. Mais est-ce que le politique parfois peut influencer certaines de ces décisions? Le politique peut même décider de certaines de ces décisions. Comment? Comment? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Le politique, si le politique, le cadre politique, impulse l'indépendance de chaque juge, réellement, je ne dis pas proclamation dans les textes. Et vous savez très bien que moi, je me plains depuis quelques années sur l'ensemble de ce que j'appelle la légistique, tout ce qui concerne la manière dont votent les lois, la manière dont on nomme les organes votant les lois, la manière dont ça se vote, etc. Et la qualité des décisions de justice. La qualité des décisions de justice se juge, s'apprécie par rapport à un certain nombre de critères que la doctrine a dégagés. Et à partir de là, on peut apprécier des décisions de justice. Or, j'ai constaté que certaines décisions de justice ont eu une qualité décroissante ces dernières années. Et ça me désole. Ça me désole. Mais dans le cadre de cet entretien, je ne veux pas qu'on aborde ça. Non, je n'aime pas, en dehors des décisions pénales, des décisions pénales, criminelles, sur la place publique, je n'aime pas critiquer des décisions. Je le fais par mes recours, je le fais dans des débats de séminaires où c'est ceux qui sont habitués aux faits judiciaires qui sont là, que je peux dire telle décision à ça. Parce que ceux qui sont là en face, en principe, ont les qualités pour me contredire. Mais lorsque je me retrouve dans un milieu hétéroclite, je m'abstiens.
je m'abstiens et je n'aime pas. Ok. Alors, lorsque l'on parle toujours de la Cour constitutionnelle et de ses compétences, on a bien envie de savoir, est-ce qu'une Cour constitutionnelle peut susciter une révision constitutionnelle d'elle-même? Parce qu'elle aurait constaté que par rapport à tel article, la Constitution elle-même n'a pas été assez claire. Non, elle ne peut pas en principe le faire d'elle-même. Elle peut s'auto-saisir et susciter. Si elle est saisie, oui. Si elle est saisie, elle peut le faire. Mais elle peut aussi... Ça, c'est dans une relation informelle. Si moi, je suis président de la Cour constitutionnelle, si je demeure citoyen de toute façon, je découvre une loi, c'est pas bien, il y a des choses à... Moi, je peux en parler à mon collègue de l'Assemblée nationale. Ça, c'est informel. Non. Mais dans la mission de régulation, de contrôle de constitutionnalité, et dans toutes les autres missions, parce que nous n'avons pas terminé avec les compétences de la Cour. Tout à fait. Non, pas fini. Nous avons encore d'autres compétences à aborder. La Cour peut suggérer, imposer, faire une injonction. Mais, lorsqu'il s'agit de hautes autorités, les cours ont pris l'habitude, je ne sais pas ce qui se fait tout à fait aujourd'hui, les cours ont pris l'habitude d'employer certains mots, invite telle assemblée à faire ceci, surtout lorsqu'il n'y a pas vraiment contestation. Nous on a connu ma formation, la formation de la Cour constitutionnelle au moment où j'y étais, a connu une situation extrêmement tendue à l'Assemblée nationale. Très, très tendue, et nous avons été obligés par moment de faire des injonctions qui auraient pu provenir des députés elles-mêmes. Par exemple, il y a eu une assemblée qui venait nouvellement d'être élue, et la doyenne d'âge était Mme Soglo. Et il fallait, pour que l'assemblée commence à travailler, élire le président de l'Assemblée nationale et former le bureau pour que l'Assemblée commence vraiment à travailler. Alors, pour une raison ou une autre, la doyenne d'âge a refusé de convoquer l'Assemblée pour faire les élections. Et la Cour constitutionnelle saisie a décidé que, parce qu'il y a un délai, c'est dans un bref délai qu'il faut élire quand on a élu une nouvelle assemblée, on ne veut pas traîner pour élire le président de cette assemblée. Donc la Cour a imparti le délai et a dit que, passé ce délai, eh bien, l'assemblée devait se réunir sous la présidence de la personnalité qui devient doyenne après l'absence de Madame Biera Soglo, et que cette personne doit présider au vote. Alors, cette décision a été une contrainte sur Madame Biera Soglo, qui donc a précipité les élections, et ça s'est bien fait. Je vais vous donner un autre cas où la Cour peut faire des injonctions. Oui. Si la régularisation d'un fonctionnement normal, régulier, d'une institution l'exige, si les activités des pouvoirs publics se révèlent exigeant cette injonction, la Cour peut donner cette injonction. Je donne un autre exemple. Oui. Nous étions en pleine élection législative, et à l'approche, les bureaux, les organes locaux de la Sénat, un peu partout, dans plusieurs endroits, se sont mis en grève. Et la date de l'élection approchait.
qu'est-ce qu'il fallait faire? La CELA nous a saisis et l'Assemblée nationale désigne des membres dans tous ces bureaux-là et les députés étaient déjà en campagne. Il n'y avait plus personne au siège de l'Assemblée nationale. Alors nous avons la Cour a habilité la Sénat à procéder immédiatement on a donné un délai pour que ceux qui étaient en grève reprennent. Et si quelqu'un ne reprend pas, la Sénat est habilité à le remplacer. Et lorsque cette décision est sortie, alors tous ont arrêté la grève et tout le monde a repris et l'élection a eu lieu. Ça, c'est un exemple de régulation des activités politiques et de fonctionnement normal d'une institution. L'élection est une institution dans la République et qui est une institution fondamentale pour la dévolution du pouvoir politique. Alors, voilà pour la régulation. Le rôle régulateur. Voilà, le rôle régulateur. Oui. Bon, maintenant, il y a la Cour constitutionnelle a des rôles aussi en matière électorale. Et on doit voir ça, j'en ai parlé tout à l'heure incidemment, en parlant du rôle régulateur. Et il y a 2 élections dans lesquelles la Cour constitutionnelle a une compétence, une fonction. Il y a d'abord l'élection du duo présidentiel. À cet égard, la Cour veille au déroulement normal, la régularité de toute l'élection. Et connaît aussi le contentieux de l'élection présidentielle. À ce niveau, certains se trompent et pensent que c'est la Cour qui gère l'élection présidentielle. La Cour ne gère pas. La Cour suit, supervise l'élection du début jusqu'à la fin. Et la Cour, dans ce cas, puisque la Constitution dit que la Cour peut se saisir des éléments qu'elle aura constatés par elle-même lors du vote. Et à cause de ça, la Cour envoie des observateurs, des délégués dans les bureaux de vote qui notent, qui font rapport à la Cour. Et sur la base de ces rapports, la Cour peut contrôler, vérifier et statuer s'il le faut. Deuxième élection qui est de la compétence de la Cour, c'est les élections législatives. Dans l'élection législative, la Cour proclame les résultats et connaît des contentieux. Mais la Cour n'envoie pas de délégués sur le terrain parce que la Cour ne supervise pas les élections législatives. Et pour les communales? Non, pour les communales, tout est de la compétence de la Cour suprême. Lorsque tout à l'heure, je définissais les fonctions de la Cour constitutionnelle, j'ai oublié de dire qu'il y a un article 124 de la Constitution qui dit que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde. Et lorsque l'article 100... À tout pouvoir public également. À tout pouvoir public, à tout le monde, à tout pouvoir public. Les autres, c'est les articles... il y a l'article 124 et l'article 131 pour la Cour suprême. Pour la Cour suprême, pour la Cour constitutionnelle, en matière constitutionnelle, tout ce qui est constitutionnel, ça s'impose à tout le monde. Et l'article 131 dit que pour la Cour suprême, c'est toutes les décisions prises par la Cour suprême en matière administrative et judiciaire. Donc, les choses sont bien classées. Ça veut dire qu'une décision prise par la Cour constitutionnelle s'impose à la Cour suprême. Et c'est ça que les magistrats n'ont pas voulu dans certaines affaires. Je crois qu'il y a eu une évolution et ça s'est classé, ça s'est tassé aujourd'hui. Et
Vous savez, quand un corps nouveau rentre dans un milieu, il subit toujours un rejet. La Cour suprême était la plus haute juridiction en toutes les matières sur le territoire du Bénin. Et puis, la Constitution du 11 décembre a amené un nouvel organe suprême. Alors il y a un collègue de l'université française qui a écrit à ce propos, quelle est la plus suprême des cours, entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Ça a donné lieu à un débat, mais ce débat est terminé. Je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Tout le monde doit comprendre que quand la Cour constitutionnelle prend une décision, bien, cette décision s'impose à la Cour suprême. La Cour suprême ne peut pas prendre des décisions qui contredisent la décision de la Cour constitutionnelle. Cette mise au point, j'aimerais bien la faire. Voilà pour les élections présidentielles, élections législatives. Si vous avez des questions... Y a-t-il encore d'autres compétences? Oui, pardon. D'autres compétences? Ah oui, la Cour constitutionnelle a beaucoup d'autres compétences qui toutes sont dérivées de ses pouvoirs de régulation des institutions. Par exemple, son avis est sollicité particulièrement dans 4 cas. C'est fixé à l'article 58, à l'article 68, à l'article 102, à l'article 100 et à l'article 102. L'article 58 de la Constitution impose que la Cour constitutionnelle donne son avis pour le recours au référendum. L'article 68, c'est pour le recours au pouvoir exceptionnel. Le chef de l'État doit prendre l'avis et du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle avant de recourir aux mesures exceptionnelles en Conseil des ministres. Lorsque les institutions de la République, lorsque l'indépendance de la nation, lorsque l'intégrité du territoire national, lorsque l'exécution des obligations internationales se trouve menacée de manière grave et immédiate, ou que le fonctionnement normal et régulier des institutions constitutionnelles de pouvoir public se trouve menacé ou suspendu, le chef de l'État peut recourir à des mesures exceptionnelles après avoir pris l'avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est l'article 68 pour les mesures. L'article 100. Vous savez que la Constitution a divisé les compétences, a réparti les compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Dans les matières législatives, dans les matières réglementaires plutôt, où une loi est intervenue avant la Constitution du 11 décembre 1990, sur avis de la Cour constitutionnelle, le président de la République peut modifier ces lois par décret. Donc un acte réglementaire, dans ce cas, peut venir modifier un acte législatif, pourvu que cet acte ait été pris avant l'entrée en vigueur de la Constitution. Et en fait, dans l'article 102, c'est que pour l'exécution de son programme, le président de la République peut solliciter une habilitation de l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre des ordonnances pour l'exécution de son programme. Et il doit prendre au préalable l'avis de la Cour constitutionnelle. Voilà le domaine des avis. Et il y a plusieurs autres. J'appelle ça des compétences diverses. Est-ce que la Cour, par exemple, peut, à travers une décision, légiférer? Est-ce que la Cour, à travers une décision, peut-elle légiférer? Peut-elle légiférer à travers une décision? Ah si. C'est une légifération indirecte. Je
je ne rejette pas votre terme parce que les gens le disent, la presse l'utilise. À partir du moment où vous créez une règle à valeur constitutionnelle, eh bien, cette règle rentre dans le corpus de toutes les règles qu'il faut exécuter. Et le législateur doit conformer sa production à l'édiction de cette règle. Ensuite, lorsque une loi est votée et que le texte de cette loi est envoyé à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution, eh bien, il y a des textes qui comportent 1000 articles. Et il est arrivé qu'un article plus loin ait contredit un article antérieur. La Cour peut proposer, en disant tel article contredit tant et explique. Il faut, et la Cour formule dans sa décision et envoie. Maintenant, lorsque la Cour formule et envoie... Non. L'Assemblée nationale peut s'en inspirer, soit en reproduisant exactement ce que la Cour a dit, soit en s'inspirant. Puisque quand l'Assemblée aura terminé, l'Assemblée va renvoyer à la Cour. Et la Cour va regarder si ces observations ont été suivies. Si l'esprit et l'idée a été prise par l'Assemblée nationale, la Cour va déclarer que c'est conforme à la Constitution. Alors, qu'en est-il du contrôle de constitutionnalité des lois? Oui, le contrôle de constitutionnalité des lois, la Cour en a la compétence. Mais toutes les lois ne sont pas systématiquement soumises au contrôle de constitutionnalité de la loi. Alors, il est arrivé que une loi soit votée et il faut considérer 2 périodes. Lorsque la loi est votée tout de suite et n'est pas encore promulguée, les acteurs du mouvement et de la production législative peuvent saisir la Cour avant promulgation. Ensuite, le président de la République, qui est chargé de promulguer, c'est tout ça là que j'appelle compétences diverses de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y en a beaucoup. Et le président de la Cour constitutionnelle, voyant qu'il y a des faiblesses dans une loi qu'on lui a envoyée pour promulguer, peut renvoyer le texte en une seconde lecture à l'Assemblée nationale. Et soit l'Assemblée nationale reprend la loi, l'examine et corrige les observations que le chef de l'État a pu faire, ou alors refuse de corriger et renvoie la même loi au président pour promulgation. Et le président refuse de promulguer. Au bout d'un délai, sur saisine du président de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle peut promulguer cette loi. La Cour se substitue au chef de l'État pour promulguer la dite loi si effectivement la Cour estime qu'elle est conforme à la Constitution. Si la Cour estime qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, en ce moment, la Cour va faire les injonctions qu'il faut au Parlement pour mettre le texte en conformité. Alors, tout ce que vous dites aujourd'hui... Et deuxième volet, ça c'est le premier volet de recours en inconstitutionnalité. Il y a un autre volet, c'est l'exception d'inconstitutionnalité. Tout à fait. Que vous allez au tribunal, on veut vous appliquer une loi, vous estimez que cette loi-là n'est pas conforme à la Constitution, vous soulevez une exception d'inconstitutionnalité, et là, le juge est obligé de bloquer sa procédure et de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Alors, tout ce que vous dites là s'inspire de la Constitution de 90 qui a été
revue en 2000. Non, on ne s'inspire pas, ça dérive. Ça direct. dérive, voilà. Ah oui, c'est les prescriptions formelles Voilà, de la Constitution du 11 décembre 1990, voilà. amendée le 7 novembre 2019. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'estimez pas que ça mérite encore des amendements, il faut inclure encore d'autres choses? On se rappelle en 2017, par exemple, Patrice Talon avait soumis au Parlement un projet de révision constitutionnelle dans lequel on essayait de revoir un peu la composition des membres de la Cour. Non, moi, je ne veux pas me lancer dans ce débat. Je ne veux pas du tout. Il y a beaucoup de ce membre, pas le troisième mandat. Non. Ma philosophie est très claire. Lorsqu'une constitution fait marcher doucement et bien une société, on n'y touche pas. Quand on veut y toucher, on recherche le point par où la Constitution vous casse les pieds ou vous dérange le bon fonctionnement. Et en ce moment-là, on fait une révision ouverte. On écoute tout le monde commente avant que ceux qui doivent décider, soit par la majorité qualifiée au sein du Parlement, soit par recours au référendum. Donc, je n'ai pas pour tendance, moi, d'anticiper ces choses. Et une constitution évolue et de temps en temps peut appeler des amendements. Mais les amendements, moi, je les distingue en deux. Il y a les amendements opportunistes et les amendements structurels. Les amendements opportunistes, c'est pour régler un problème personnel de l'équipe qui est là à un moment T. Les amendements structurels, c'est qu'il y a eu des choses à des moments donnés qui dérivent d'un compromis entre les différents courants. Et l'évolution a fait que la tendance s'est élargie dans un sens. En ce moment, la majorité peut promouvoir une révision. Alors, si la Constitution qui a été le plus amendée au monde, c'est la Constitution américaine, parce qu'elle est dérivée d'un très, très grand compromis. Et de fil en aiguille, les amendements sont arrivés après, mais c'est la même Constitution et ça a duré à force d'amendements. Donc moi, je ne fais pas de guerre, j'ai des principes que je suis, mais je ne m'émeus pas quand on dit qu'on doit réviser. Je m'émeus seulement lorsque on modifie pour un problème temporaire, ponctuel, une intention qui n'est pas dans le sens de la consolidation de l'État. Parce que nous oublions une chose que je dois rappeler, que le président Soglo avait souvent rappelé d'ailleurs. À notre indépendance, nous avons été confrontés à deux défis. Le défi de construire un État qui soit, dans notre conviction et dans notre esprit, une institution. Dans la plénitude du terme de l'institution. Parce que nous avons été à l'indépendance avec un appareil administratif, un organe colonial, mais qu'on n'a pas transformé en État. Ce qui explique tous nos errements, les putschs, tout. On ne vit pas tranquille dans nos sociétés. Nous ne sommes pas en sécurité dans nos sociétés africaines. Aucune, je n'accepte aucune de nos sociétés africaines, le Bénin compris, nous n'avons pas d'État. Bon. Deuxième défi, c'est construire le socio-économique qui met tout le monde à l'aise. Nous sommes en train d'avancer sur les deux fronts, mais nous n'avons encore rien consolidé, rien. Là où moi je suis aujourd'hui, je vous dis que j'ai depuis notre indépendance vu et vécu directement ou indirectement beaucoup de choses. Et puis, après la Convention nationale, je me sentais vraiment libéré et je croyais que je ne reverrais jamais plus des choses que j'avais vues sous la Révolution ou même à partir d'avril 1961, sous la fin du règne du président Maga, que je ne reverrai plus ça. Aujourd'hui, je le revois. Et ça, je suis très attristé là-dessus.
Et c'est pour ça que de temps en temps, je parle. Je dis des choses, si quelqu'un peut écouter, ça peut aider à rectifier. Est-ce que cela n'est pas dû par la volonté manifeste de vouloir révolutionner les choses, parfois? Non, non, non. Qui fait qu'il y a des habitudes qui non, sont c'est bousculées. la faiblesse même de l'institution. L'institution doit être conscientisée. Nous n'avons pas une mentalité institutionnelle. Nous personnalisons tout. Parce que justement, nous n'avons pas la mentalité institutionnelle, une culture de démocratie et une mentalité institutionnelle. Nous avons une tendance à considérer un pouvoir que nous avons à adapter. Vous prenez même un directeur d'une administration publique quelconque, dont il est nommé, il arrive, il regarde ses collaborateurs, il dit, bon écoutez, moi je ne suis pas l'autre, hein, celui qui vient remplacer moi, je suis différent, etc. Mais il montre des tendances de patrimonialisme du pouvoir politique. Notre mal est plus profond que cela, mais moi je nous invite à nous asseoir. Chacun réfléchit et chacun librement sort son analyse de cette situation. Quand j'étais ministre du Plan, j'ai obtenu un financement pour que l'on crée au Bénin une revue sur l'économie. Parce que quelle théorie économique nous suivons? Quel schéma économique nous suivons? Non, nous allons au gré de l'équipe qui est au pouvoir. Non, il n'y a pas une continuité, il n'y a pas échange de doctrine entre économistes et monetaristes et autres. Donc, j'ai fait le schéma de cette revue. Le budget était là, je l'ai obtenu du PNUD, mais malheureusement, je suis parti aussitôt après la conférence nationale et je n'ai pas pu lancer. Et le pays était en grève jusqu'à la fin de mon séjour au ministère du Plan. Et depuis, j'observe, je ne vois pas encore une revue où les économistes, les statisticiens, les monetaristes, nous avons la vision les banquiers, 2060 qui est en cours d'élaboration. Oui, mais nous avons l'ODD des Nations Unies et on a des visions gouvernementales. Mais ce que moi, il faut que tout ça fasse l'objet de débat. Quelle que soit la vision, il faut soumettre la vision au débat, à des débats variés pour que il y ait des opinions contradictoires qui s'entrechoquent. De là, la vérité va surgir et nous pourrons ensemble bâtir, construire. À l'heure actuelle, il y a de bonnes choses qui se font. Mais il n'y a pas de débats contradictoires pour que les consciences suivent et que la pérennisation de tout soit assurée. Alors, à vous entendre, vous dénoncez le fait qu'il y ait un caractère un peu exclusif dans certaines démarches. Mais lorsqu'on prend les lois, par exemple, Maître Robert Dossou, est-ce que vous pensez que la loi, elle est véritablement inclusive? Je ne sais pas ce que vous entendez par inclusive, exclusive. Moi, mon exclusive ou mon inclusive ne s'applique pas à la loi, mais au procédé pour aboutir, au processus pour aboutir. Mais si vous voyez, aujourd'hui, j'ai constaté, parce que j'ai des dossiers dans des administrations, je ne nomme aucune administration, j'ai des dossiers auprès des administrations, mais je vois qu'il y a des cadres administratifs qui ont peur de parler, qui ont peur d'initiative. Ils ont peur. Pourquoi? À moi, il faut le demander. À moi, je n'ai pas peur, moi je dis ce que je pense parce que chaque fois que je parle, c'est en pleine sincérité. Et si demain je vois que je me suis trompé, je le dirai que, excusez-moi, j'ai dit ça tel jour, je me suis trompé, c'était une erreur. Parce que personne n'est infaillible. Donc je peux me tromper aussi dans les choses que je dis. Mais c'est la raison pour laquelle moi je cherche la contradiction. Quand je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime pas critiquer une décision de justice avec des gens qui sont pas du milieu pour me contredire. Si je n'ai pas la contradiction, je ne suis pas à l'aise. Parce que la contradiction va vous renforcer. Si vous avez raison, dans votre raison. Et si vous avez tort, la contradiction va vous aider à sortir de votre tort. Maître Robert Dossou, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, on ne peut pas parler du Bénin politique sans parler de vous, surtout d'aujourd'hui et toujours après-demain. Nous sommes à quelques mois
de l'élection présidentielle de 2006, si on peut le dire Non, ainsi. quelques années. On est en 2024, ça fait 2 ans. Oui, mais ce serait Oui, c'est de moi. en janvier. Vous pouvez compter ça en moi. En janvier 2006, parce que certains s'activent déjà sur le terrain pour des Et comme moi, je ne préparations. sors pas, je ne sais pas qui court sur le terrain ou pas. De temps en temps, je vois certaines choses à la télé, mais Ouais, moi, c'est sur la je télé. m'enferme chez moi ici, tranquille, je ne veux pas d'histoire. Je sors très peu quand on m'invite à quelque part. Bon, quand je peux, j'y vais. Quand je ne peux pas, ben, j'y vais pas. Mais je travaille beaucoup à la maison, je réfléchis beaucoup. Justement, vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que dans vos réflexions, vous ne pensez pas aux élections générales 2026, à ces enjeux? Comme je ne suis pas acteur, je ne suis que citoyen intéressé, j'attends de voir ce que les acteurs feront. Mais ce qui m'a fait plaisir, ce dont je me suis réjoui, et j'ai été mal compris par certains, et j'ai donné 2 interviews la semaine dernière sur la décision 24001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle, mais j'en ai entendu des mûrs et des pas mûrs. Des gens m'ont même appelé, dit, mais tu n'as pas peur? Mais comment tu veux parler comme ça? Pourquoi je vais avoir peur? J'ai insulté personne, j'ai provoqué personne. Parce qu'une fois, j'ai donné une interview ici, quelqu'un a intervenu tout de suite, un officiel a arrêté pour dire qu'il faut m'arrêter. Lui, il faut l'arrêter, l'enfermer. Ils n'ont que ça à la bouche. Il a dit quelque chose, ça ne me plaît pas, je vais l'arrêter, il doit payer la liberté. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je n'ai pas vu dans cette ambiance et je le montre, je dis, je ne parle plus beaucoup, mais quand j'aborde un sujet, je dis sincèrement ce que je pense. Oui, sincèrement, pour 2026, quels sont les enjeux politiques? Non, les enjeux politiques, c'est... Quand le moment va approcher, je dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je dis que j'attends les acteurs. On est à 2 ans pour moi. Les gens n'ont qu'à sortir la tête. Bon, alors, quand le moment va approcher, approchez-moi. Quand le moment va approcher de nous, vous vous approchez de moi pour que je puisse vous donner mon analyse et mon impression. Mais pour l'instant, j'ai dit que c'est un bonheur pour moi. Que des dysfonctionnements pointant à l'horizon 2026 a été exhumé par la décision du 4 janvier 2024. Et si j'étais acteur, immédiatement, je vais reprendre tous les textes et dire ça, et examiner. C'est au fond pour pousser à ça que lorsque, je ne sais plus qui m'a appelé pour dire, mais qu'est-ce que vous pensez de cette décision? J'ai dit non. Je ne veux pas parler des décisions de la Cour constitutionnelle. Puis le lendemain, j'ai réfléchi, j'ai dit non, cette décision-là est arrivée opportunément. Et il faut que je parle. Et j'ai rappelé celui qui m'a sollicité et j'ai dit de venir. Puis un autre m'a dit, bon, alors venez tous les deux. Alors, lorsqu'on parle d'un réexamen de plusieurs textes et lois qui ont été votés par le passé, est-ce que vous savez que le réexamen, le perfectionnement peut induire encore une révision constitutionnelle? Pas du tout. Ah oui, c'est possible. Mais je n'en ai pas vu. Je n'ai pas étudié cette question, et donc je n'y réponds pas pour l'instant. Parce que les révisions constitutionnelles, je m'en méfie. Pourquoi on est si hystérique? Non, il faut être prudent. Moi, je ne suis pas hystérique du tout. Hein. Regardez-moi bien, je ne suis pas du tout hystérique. Je réfléchis beaucoup. Quand vous m'avez dit sur le convenant de la Cour constitutionnelle, immédiatement, j'ai répondu parce que c'est technique. Si je fais une erreur dans mon propos technique, un autre technicien va me relever. Il va dire, ah non, tu as fait une erreur. Si je vais dire, ah oui, ça c'est vrai, j'étais fatigué ou j'ai oublié. Bon, et là, ça ne fâche personne que je disserte sur la Constitution, comme je l'entends. Mais que je me mette à anticiper sur l'action, que X, Y ou Z, parce que là, il faut personnaliser un peu. Parce qu'il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs candidats possibles. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui est que le train et c'est ce que j'ai toujours dit, il y a des choses qui ont découlé des réformes du 7 novembre 2019 et suite, et les autres dates qui ont suivi, qui ont créé des crispations dans le pays. Moi, je veux simplement vivre dans un pays où il n'y a pas de crispation. Je veux vivre dans un pays où on est à l'aise. Quand j'ai quitté, où on m'a chassé du gouvernement en
80, en 1980, je ne sais plus quelle année, 95, aux affaires étrangères, celui qui était secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali à l'époque, m'a immédiatement proposé d'être son représentant dans un pays en guerre. J'ai dit, voilà, c'est très gentil à vous, mais moi, je ne veux plus vivre dans un pays en guerre. Parce que vous ne savez pas, vous ne savez peut-être pas. J'ai vécu en très grande proximité avec des Algériens en guerre, avec des Vietnamiens en guerre. Et moi-même, j'ai débarqué en Angola en guerre. J'ai été en Iran, après le ramadan du Shah, en guerre. J'ai vécu 10 jours, et toutes les nuits, boum, boum. Je ne peux pas sortir sans être arrêté 10 fois par des barrages. Non, je ne veux plus ça dans aucun pays. Et en tout cas, je ne veux plus aller dans les pays. Donc, quand je suis vite dans un pays, parce que je n'en ai pas un autre, c'est le Bénin. Donc, je fais tout ce que je peux pour éviter qu'un jour, on se retrouve dans des situations que j'ai vues ailleurs. Et ici, au Bénin, ici, j'ai accueilli des gens qui ont fui la guerre de chez eux pour venir se réfugier ici, à Cotonou. J'en ai accueilli. Alors, quand vous avez vécu tout ça, vous avez vu d'autres vivre des choses comme ça, eh bien, il ne faut pas créer des crispations dans un pays. Il ne faut pas. Il faut... Est-ce que vous pensez qu'on en crée? Il y a des crispations quand même. Vous ne savez pas voir. Bon, ne me posez plus de questions là-dessus, je ne vous répondrai pas. Merci. On vous aura compris, nous abordons progression vers la fin de cet entretien. On parle de compétences de la Cour, on parle également de la Cour constitutionnelle. Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez esquivé habilement. Je reviens vers vous. Est-ce que, avec tout le parcours aujourd'hui, est-ce que vous n'estimez pas qu'il faut quelques réformes? Je ne peux pas répondre dans le vide. Moi, il faut que si je pense à une réforme, c'est les réformes qu'il faut faire pour réformer la réforme de manière à faire disparaître la crispation dans le pays. Maintenant, s'il y a une réforme qu'on me soumet et que je vois et que je suis d'accord, je dis je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord, je dirais que je ne suis pas d'accord. Parce que je considère que j'ai le droit de m'exprimer sur tout ce qui concerne mon pays. Je l'ai fait quand j'étais à l'étranger. Je l'ai fait depuis que je suis rentré et je crois que ça n'a fait de mal à personne. Ça n'a fait de mal à personne? Non, non, jamais. Un petit commentaire, Robert Dossou, pour conclure cet entretien? Non, je suis content que vous m'ayez interrogé là-dessus. Je n'ai pas été complet sur ce que je voulais, tout ce que je voulais dire sur les compétences de la Cour très rapidement, vous avez occulté quoi? Qu'est-ce que vous avez occulté? Non, on ne peut pas revenir dessus. Mais l'essentiel est dit. Et il me paraît important que les gens comprennent ce qu'est la Cour constitutionnelle, quelle est sa place dans l'architecture des institutions de la République et ses fonctions essentielles. Quand quelqu'un a compris ça, et il faut comprendre aussi que c'est une juridiction qui intervient dans le champ du politique et que c'est très utile. Mais elle n'est pas politique. Ce n'est pas une nation politique, non. On peut le politiser comme l'administration publique. L'administration publique n'est pas politique, c'est une administration publique, mais on la politise. Depuis notre indépendance, on la politise. Et à la conférence, on a critiqué cela, mais à chaque fois on revient dessus, bon. Merci, Maître Robert Dossou. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra qu'à l'entame, l'invité a voulu rendre hommage à l'illustre disparu, notamment Jérôme Carlos, que nous pleurons tous, qui nous a quittés hier. Il a partagé avec nous quelques anecdotes. Il le surnomme la pensée positive. Son départ laisse un grand vide. Il demeurera un inspirateur. Il est un modèle à tout égard, peut-on retenir des propos de Robert Dossou sur Jérôme Carlos. Interrogé sur les compétences de la Cour constitutionnelle, il a tenu d'entre deux jeux à expliquer ce que c'est que la Constitution, qui est la loi fondamentale de tout pays, la loi qui sert de matrice à toutes les autres lois et règlements de la société. Il a expliqué de long en large avec des arguments illustratifs au cours de cet entretien. Il nous a parlé du droit constitutionnel qui est garanti par la Cour constitutionnelle. Il a également expliqué cela avec une grande pédagogie. Ce que c'est que la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution, nous a été expliqué
exposé au cours de cet entretien. Aucune loi ne peut tout prévoir, a-t-il laissé entendre au cours de cet entretien. La Cour est un organe juridictionnel. Il a argumenté dans ce sens lorsqu'il a été interrogé de savoir est-ce que la Cour est un organe politique ou juridique. C'est la réponse qu'il nous a donnée. Il a parlé des compétences, parlant des compétences de la Cour constitutionnelle, il a pas eu la plus grande compétence, celle de régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics. Il en a parlé également. Il a également exposé au cours de cet entretien d'autres compétences de la Cour constitutionnelle. La Cour peut suggérer, imposer et faire une injonction. La Cour suit et supervise les élections, nous a dit Robert Dossou au cours de l'entretien. Notons que l'invité de ce jour est un ancien président de la Cour constitutionnelle et également l'un des grands acteurs de la vie politique béninoise. Merci à vous, Robert Dossou. J'espère que j'ai été plus ou moins... ancien acteur, hein. Je ne suis plus acteur de la vie politique. Même si vous n'êtes plus acteur, vos propos peuvent influencer la vie politique. Ah bon? Je le souhaite. Je le souhaite. Vraiment, je le souhaite. On regarde votre parcours emblématique. Non, je le souhaite. J'espère que vous êtes fidèle à vos propos. Ah non, très bien, vous n'avez pas défiguré. Je vous aurais arrêté tout de suite si vous avez défiguré. Merci. Je ne suis pas timide. Hein. Merci à vous, Robert Dossou. Merci pour l'acceptation de cet entretien. Kader. Merci infiniment. Merci à vous, chers amis internautes. À très bientôt pour le rendez-vous média.